Bonsoir à tous, bienvenue dans T'es dans le match, la dernière émission de l'année 2025. C'est la trêve hivernale, mais le Stade brestois a encore un petit peu d'actualité à traiter. La Coupe de France, le bilan de la mi-saison en Ligue 1 ou encore le mercato d'hiver. Ce sera les trois thèmes du jour avec nos invités en plateau, dont un abonné, pour débattre ensemble. Et on commence par l'abonné, justement, c'est Pierre-Yves Collin. Salut Pierre-Yves. Bonjour. Et ravi de te revoir pendant les vacances scolaires. Donc. Tout à fait, en effet, c'est bon signe pour vous. Généralement, si je suis là, c'est que c'est les vacances. Ok. Et donc tu es accompagné avec deux journalistes maison de la rédaction des sports, François Quivoron. Salut François. Salut Anthony, salut à tous. Et Adrien Prigent qui suit le Stade brestois de près cette saison. Salut Adrien. Salut Anthony, salut à tous. Bon, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, messieurs, et dans quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour les Brestois, mais c'est pas nouveau, c'est la Coupe de France, avec ce premier débat qu'on a intitulé « Brest déjà éliminé en Coupe de France, est-ce si grave ?» La question est posée comme ça. Messieurs, je vous entends déjà un premier argument peut-être sur cette question précise. C'est-à-dire que là, on a regardé un peu les éliminés en Ligue 1. Brest, c'est le seul qui se fait éliminer par un club amateur. Ouais. Eric Roy en parlait en conf, c'est un objectif cette saison, et tu te fais éliminer par Avranches là-bas. Oui, pour moi, c'est quand même un gros coup dur pour finir l'année. C'est un peu compliqué. Ouais. Pierre-Yves, tu le prends comment, toi ? C'est une grosse contre-performance, c'est sûr. Maintenant, la Coupe de France, on sait très bien que ça ne nous sourit pas beaucoup. C'est un euphémisme. Voilà, c'est pas nouveau. Maintenant, oui, en effet, on aimerait toujours pouvoir aller plus loin. Maintenant, 32e de finale, c'est vrai que ça fait un peu tâche face à une N2, même si Avranches a fait vraiment, je trouve, un très bon match. Ils ont vraiment mérité. Ils en voulaient bien plus que nous. On n'a pas réussi à mettre les ingrédients qu'il fallait. C'est malheureux. Le scénario du match a fait que on leur a permis de créer l'exploit. Bon voilà, Brest éliminé une nouvelle fois. On a un bilan en Champions League qui est bien meilleur que celui de la Coupe de France, donc il faut croire qu'on n'est pas bon en coupe. François, c'est grave ou pas là, cette élimination précoce en 32e ouais, quand même, franchement. Ouais. Enfin voilà, c'est une équipe qui est largement à la portée de Brest, plusieurs divisions en dessous. Le Stade brestois doit passer par un match comme ça et continuer à se donner des occasions derrière pour suivre un parcours intéressant, viser les quarts de finale. C'est avec 3 fois dans l'histoire du club d'aller jusqu'en quart. Ce ne sera pas cette année, ça c'est clair. L'année prochaine on verra, mais là il y avait quand même une occasion de faire un parcours, quoi. Donc non, c'est une vraie faute, je trouve, clairement. Et puis c'est encore le même joueur, Sabi, qui donne la victoire à Avranches sur le 5e tir au but. Et voilà, donc les Avranchinais, club de N2, qui bat le Stade brestois, club de Ligue 1. Bon, comme tu dis, c'est à la limite de la faute professionnelle, en tout cas sur le papier. Après, sur le scénario du match, François, il y a peut-être des choses qu'on peut relativiser sur la prestation brestoise. Relativiser, je suis pas sûr. Franchement, la prestation, elle est pas à la hauteur de Brest, clairement. Début de match difficile, il y a une réaction peut-être derrière. Oui, il y a une réaction. En fait, pendant 1 heure, Brest a très peu existé, hormis l'égalisation de la Bolascari. Il a fallu attendre la dernière demi-heure pour que Brest sorte un peu. Alors, en infériorité numérique, faut le rappeler, ils ont joué plus d'1 heure à 10 contre 11. C'est pas forcément simple dans un Tour de Coupe de France comme ça, mais voilà, il n'y a pas eu grand-chose pendant 1 heure. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une belle occasion pour notamment certains joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à être titulaires ou avoir un temps de jeu conséquent de se montrer. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Adrien, pourtant les Brestois étaient prévenus, on l'avait lu dans la semaine, on connaissait le piège de ce genre de match contre une équipe amateur qui attend l'équipe de Ligue 1 de pied ferme. Les Brestois savaient que ce serait compliqué et pourtant le début de match, on les a pas sentis dedans tout de suite. Ouais, un début de match très timoré. Je pense que la fin de match est physiquement où Brest prend l'avantage, mais sinon ça a été quand même très timide. Les habituels remplaçants n'ont pas marqué de points. À l'image de Julien Le Cardinal, on peut revenir sur le rouge, mais elle est quand même un peu malheureuse cette faute malgré tout. Je pense pas que ce soit un scandale qui est rouge. On n'arrête pas de rabâcher que le Stade brestois n'a pas d'histoire en Coupe de France, que c'est souvent l'échec et qu'on se dit à un moment donné, c'est comme ça. Non, justement, le Stade brestois a bien montré ces dernières années qu'il faut avoir des souvenirs. Cette équipe est capable. Un mec comme Eric Roy, un entraîneur comme Eric Roy qui dit qu'elle a souvent été malheureux en Coupe de France, je pense que c'est un entraîneur qui est capable d'amener une équipe loin en Coupe. Il l'a souvent fait en Coupe d'Europe, à amener ces coups-là. Et on se dit, si à chaque fois on se dit, Brest, c'est comme ça, c'est éliminé, Brest n'ira jamais loin en Coupe de France, alors que c'est une compétition qui est magnifique. Un club, c'est quand même anormal qu'un club comme Brest n'est pas mieux qu'un quart de finale dans son histoire. J'ose espérer que dans le vestiaire, il n'y ait pas une tradition de l'élimination en 32e. J'espère, mais oui. Je suis d'accord que les stats sont
parle pas en faveur de Brest, mais si... Après, c'est une compétition magnifique, comme tu dis, parce qu'Avranches est capable de battre Brest. C'est pour ça qu'elle est magnifique bien aussi. sûr. Donc, à un moment, bon, on fait toujours partie de ceux qui perdent et qui rendons cette compétition merveilleuse. Maintenant, oui, c'est dommage, franchement, pour la rotation, pour les joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Je pense à Bourgault, qui a dû sortir au bout de 20 minutes, le Cardinal, qui aspire peut-être une place de titulaire et qui se retrouve expulsé au bout de 20 minutes. Certains ont vraiment perdu des points, ou peut-être que ça va arranger Eric Roy aussi de se dire que finalement, son 11 type, il l'a. Les choix sont déjà et faits. que les choix sont déjà faits et que personne n'a été capable de remettre finalement en cause son équipe. À part peut-être Diaz, pour l'émulation de groupe, c'est peut-être un peu me dérange un peu compliqué, plus, c'est l'émulation du groupe. Quand tu figes un 11 et que les autres derrière savent pertinemment qu'ils sont cantonnés à un rôle de remplaçant avec quelques Bah oui, mais la minutes de preuve, jeu. c'est que quand ils jouent, finalement, ils n'ont pas réussi à montrer qu'ils étaient capables de bousculer la hiérarchie, peut-être à part comment Junior Diaz dans l'axe, qui est, à mon avis, au niveau des deux autres. Mais oui, certains se sont quand même soit cachés, On va écouter peut-être quelques réactions d'après-match au micro de Jean Saint-Marc, justement, qui était présent pour le Télégramme. On va écouter Grégoire Couder, le gardien, et le coach Éric Roy après ce match. Malgré le but encaissé, on est revenu à 10 contre 11. On a fait une belle deuxième mi-temps. Les mecs ont fait des efforts. Et vraiment, à 10 contre 11, on a mis en place ce qu'il fallait. Voilà, on n'a pas réussi à marquer le deuxième. Et après, on perd au péno. Voilà, c'est la Coupe de France, quoi. On avait étudié leurs joueurs qui avaient tiré sur les dernières séances. Malheureusement, ils ont fait tirer que des mecs qui n'avaient pas tiré. Voilà, j'ai pas eu de chance. Il y a un poteau rentrant, une barre rentrante. Après, ils ont bien tiré. Je suis pas loin de sortir le 4e et le 5e, mais voilà, ils sont bien tirés. Et c'était bravo à eux. Une grosse déception, non. Quand on voit le scénario, c'est une déception, parce qu'on était venu se qualifier. Après, bon, tu te retrouves à 10 pendant plus d'une heure. Non, je trouve qu'au contraire, à partir du moment où on s'est trouvé en infériorité numérique, on a vraiment bien joué, on a dominé, on a eu des situations, on n'a pas pu marquer. Le deuxième but qui nous aurait qualifié. Après, sur les pénaltys, a priori, ils sont très, très performants. La preuve, ils s'étaient qualifiés les 3 tours précédents au pénalty déjà. Donc voilà, c'est une déception, mais après, je trouve que par rapport au scénario du match, je trouve qu'on a eu du répondant et j'ai trouvé que la réaction des joueurs était bonne. Voilà pour les réactions d'après-match. Alors pour revenir à notre question de départ, on ne sent pas de gravité dans les propos du gardien ou du coach. On ne dit pas que c'est normal non plus, mais il n'y a pas cette énorme déception qu'on perçoit peut-être dans les propos des uns ou des autres. On dirait du fatalisme un peu. Mais c'est ce que tu disais, Adrien, en fait. C'est presque inquiétant, en fait, de se dire ça après coup. Oui. Vous êtes éliminé en 32e par un club amateur. Et il y a du fatalisme, c'est dommage d'en arriver là, quoi, je trouve. On dirait que Brest a été éliminé par une Ligue 1 ou une Ligue 2, quoi. Ouais. Franchement, le discours, si on n'a pas vu le match, on n'a pas vu l'adversaire du Stade Brestois, un scénario qui était un peu en notre défaveur, on avait quelques occasions, pas tant que ça, on va pas se cacher, ils n'ont pas tant d'occasions que ça. Moi, je trouve, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même match non plus. Alors que le discours avant le match d'Éric Roy était en mode, cette année, c'est très important pour moi la Coupe de France, avec la déception face à un Dunkerque la saison dernière. Mais comme tu dis, quand on entend Éric Roy dire on a dominé, on a fait un beau match, on mérite la qualification, je sais pas. Non, pas d'accord. D'accord. Avranches, c'est peut-être son discours pour essayer d'atténuer un petit peu la déception, mais Avranches a fait son match, ils nous ont bousculé pendant une heure, ils tapent le poteau, c'est loin d'être immérité. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de malédiction peut-être? C'est pas très rationnel, mais regardez d'ailleurs cette petite statistique qu'on a retrouvée ce week-end. On voit que Brest et la Coupe de France, c'est pas du tout ça, quoi. Depuis que Brest est monté en Ligue 1 en 1979, Brest n'a réussi a été éliminé plutôt 6 fois, donc une fois sur 3 dès les 32e. C'est une des pires équipes de Ligue 1. Voilà, ça c'est les chiffres qui le disent, avec Nancy et Troyes, seulement 3 quarts de finale. À ce niveau-là, oui, on peut parler peut-être de malédiction, quoi. Brest et la Coupe, c'est pas du tout ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un certain fatalisme par rapport à cette stat, ou il y a d'autres explications et d'autres peut-être messages à faire passer? Une malédiction, il y a quand même de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs, même un nouveau nom du club quand même. Alors je ne sais pas si c'est lié. Moi, c'est vrai que la petite déception, alors Éric Roy est encore entraîneur du Stade Brestois, je trouve que c'est quand même, on peut se dire que c'est le moment, quoi. Il y a toute cette confiance accumulée ces dernières saisons pour pouvoir faire quelque chose. Non, il n'y a pas de fatalisme à avoir, c'est un match, c'est compliqué. Tous les joueurs qui sont présents n'étaient pas là il y a 10 ans. Je pense que ça leur trotte pas trop dans leur tête, à mon avis en tout cas. Je vous propose
propose d'en rester là alors pour la Coupe de France. C'est déjà terminé pour cette saison et nous, on va passer à notre deuxième débat de l'émission. Et on en revient à la Ligue 1, le championnat. On est quasiment à mi-saison, 16 journées jouées sur 34. On peut d'ores et déjà établir quelques premières idées sur ce qui a été fait, sur le parcours des Brestois depuis l'été. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce débat, en se demandant si finalement, malgré tout, cette première partie de saison n'est pas réussie, tout simplement. Alors on peut discuter sur ce terme de réussi. Il y a eu plusieurs phases peut-être dans cette première partie de saison. Vous, est-ce que vous la considérez comme satisfaisante, cette première partie de saison, Adrien, peut-être ? Ouais, plutôt satisfaisante. Alors, il reste un match face à Auxerre, la réception d'Auxerre, où c'est-à-dire que si le Stade Brestois gagne, ils auront autant de points que la saison dernière. Okay. La saison dernière, à mi-parcours, on se dit que c'est plutôt réussi. Certes, il y avait la Ligue des Champions, mais on se disait que c'était plutôt réussi. Moi, je trouve qu'on a été tellement inquiets à un moment donné, surtout après cette défaite à Marseille, où on se dit la saison elle peut être quand même très très longue. Je trouve qu'arriver à 19 points et potentiellement 22 après 17 journées, ça reste rassurant. On a quand même, Brest a quand même des arguments, un petit matelas sur la zone de relégation. Moi je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Je dirais pas bon, je dirais satisfaisant. Ok. Pierre, tu es d'accord avec ça ou tu as un avis peut-être différent ? Je suis d'accord sur le fait qu'en effet, on a été un petit peu inquiet comme tu disais. Maintenant, le match d'Auxerre va peut-être en effet faire nous faire dire si oui ou non la première partie est satisfaisante. 22 points en effet ça serait bon, 19 c'est pas mal. Le match de Rennes aurait fait la bascule aussi, on aurait eu autant de victoires que de défaites, c'était un bilan équilibré finalement pour une équipe qu'on avait quand même qui a été pas mal remaniée. On sait qu'il y a eu des gros soucis physiques, des pépins physiques en début de saison. Finalement l'équipe commence à tourner. Moi je suis pas plus inquiet que ça pour la fin le reste de l'année. Je regardais une petite stat là sur les expected goals. En fait Brest normalement devrait être à 24 points si les machins. Voilà, on est à 19 globalement. On n'a pas volé nos points. On a une équipe qui tient la route. Voilà, c'est un premier bilan relativement satisfaisant. Les joueurs s'intègrent sans inquiétude particulière pour le reste de la saison normalement aussi. François, que penser de ce début de saison ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes au départ. Finalement, la situation s'est redressée ces dernières semaines. Oui, clairement, mais je la trouve assez difficile à lire finalement la saison, la première moitié de saison dans sa globalité, parce qu'on a vu très peur en tout début de saison avec un effectif pas forcément complet, des joueurs qui étaient soit blessés soit en méforme, ce qui a correspondu avec une phase de résultats qui n'était pas présent. Ensuite c'est revenu correctement avec je sais plus 2 victoires et puis 4 matchs sans défaite, avant à nouveau une nouvelle période un peu difficile, avant à nouveau que ça remonte. C'est difficilement lisible. Ouais. Mais malgré tout, je te rejoins Pierre-Yves, c'est pas du tout inquiétant. On est capable d'embêter les gros. Exactement. Bon, après, c'est vrai que quand on doit faire le jeu, c'est un peu plus compliqué cette année. Mais voilà, globalement, il y a combien 8 points d'avance sur la zone de relégation, 7 sur... Si la logique est respectée... Après, il faut battre Auxerre. C'est vrai que si on bat Auxerre, si la logique est respectée avec l'effectif dont dispose Roy... Pas d'inquiétude à avoir, mais bon, sait-on jamais. Et sur le peu de journées où Brest a un effectif à peu près au complet avec des joueurs en forme, c'est quand même plutôt... ça commence un petit peu plus à jouer au foot, à poser le ballon. On va se rappeler du début de match à Rennes, mais franchement, sans les 2 boulettes de Kinilala, Brest c'était même commencé à être impressionnant. Donc oui, c'est quand même globalement rassurant. Quand on revoit on regardait ça, des bancs face à Nantes, en début de saison... Voilà, on voit que le groupe s'est quand même épaissi et que l'effectif est maintenant au complet pour au moins assurer le maintien. Et il faut se rappeler qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs individuelles qui ont coûté très cher aussi, puisque ça s'est chiffré en points, clairement. Majiki à Marseille, je sais plus qu'il y a eu encore... à Rennes aussi, c'est plus de 7 buts encaissés sur erreur individuelle. L'exclusion de Radek à Lens. C'est ça, donc ça fait mal. Et puis peut-être que sans ces erreurs individuelles qui ont coûté très cher, la situation comptable au classement serait pas la même, quoi. Alors du coup, on peut peut-être même se poser la question, alors en extrapolant, est-ce qu'il faut regarder derrière la lutte pour le maintien, ou là on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer, encore une fois, jurisprudence il y a 2 saisons, dans le haut du tableau, voire les places européennes, soyons fous. Est-ce que cette perspective à mi-saison, en tout cas, elle vous semble crédible ? Parce que ce qu'expliquait François, je suis assez d'accord sur cette première partie de saison qui est difficile à lire. À mon avis, ce qui est possible, c'est que tu es dans le match toutes les 3 semaines, on dit, bref, faut qu'ils aillent voir en haut,
Puis 3 semaines après, le maintien, c'est quand même pas assuré. On repassera les émissions. Hein, moi, je pense que ce yo-yo-là, c'est-à-dire que on va dire ventre mou, c'est-à-dire assez éloigné quand même de la zone de relégation, je pense qu'il correspond bien à l'effectif du Stade Brestois. Au vu de la qualité, puis on n'est jamais à l'abri de certaines blessures, évidemment, je pense qu'il correspond bien, on va dire, pour le moment, hein, évidemment. En tout cas, il y a bien plus faible et il y a bien meilleur. Voilà. Ok, alors là, on a fait un petit bilan général de l'équipe. Maintenant, si on s'intéresse au bilan individuel des joueurs qui ont marché ou moins bien marché, on va s'adonner à notre traditionnel top flop, cette rubrique où on note les joueurs après chaque match. Là, c'est sur la première partie de saison, les 16 premières journées. On va découvrir ensemble le top des 3 joueurs les mieux notés par la rédaction du Stade Brestois cette saison. Première place pour Romain Del Castillo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce... Après, le joueur c'est comme Brest, quoi. Ça monte, ça descend. Il fait des super matchs, comme il peut passer totalement au travers. C'est un joueur un peu particulier. Donc de là, le mettre en numéro 1, j'aurais pas forcément fait ce choix-là. C'est pas le plus régulier, en tout cas, sur les 16 journées. C'est pas lui le plus régulier, en tout cas. Il a quand même marqué 6 buts. C'est un de ses meilleurs totaux sur une première partie de saison. Dont 5 pénaltys, c'est vrai. Voilà, il y a des nuances à apporter. Drian, toi, qu'est-ce que tu en penses là? Ça reste un joueur décisif malgré tout. Oui, voilà, et je pense qu'il reste décisif. Je trouve que même dans son repli défensif, je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus d'efforts qu'avant. Alors le début de saison était un peu compliqué. Oui, je suis pas sûr que je l'aurais mis podium, et pour être honnête, oui, c'est pas 5,5 sur 10, c'est pas non plus des moyennes extraordinaires. Hein. Mais c'est parce que est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs du Stade Brestois qui sont au-dessus du lot? C'est aussi ça la vraie question. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu. Juste François, alors, on voit ce podium. Toi, est-ce qu'il y a des joueurs, peut-être qui n'y sont pas, qui auraient mérité de figurer? C'est peut-être un peu paradoxal, mais à Jorque, je trouve que... ouais, alors c'est justement... Mais c'est tout le paradoxe de Brest cette saison, finalement. C'est qu'il est super important dans le jeu. Il a donné des ballons, il est important pour que le bloc brestois remonte grâce à sa conservation de balles et à son jeu de haut but, mais il marque pas. Non. Donc, mais malgré tout, il est super important. Donc moi, je l'aurais mis dans le top 3 quand même. Ok, il méritait quoi. Ouais. Bon, on va passer au flop alors pour voir si on a vu qu'il y avait Koulibaly aussi et Magnetti sur le podium. Les flops. Alors là, on a Kenny Lala, le moins bien noté par la rédaction sur les premiers matchs de la saison. On a vu forcément le match contre Rennes qui reste dans les mémoires ou 2 erreurs individuelles. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez que c'est justifié de le voir parmi les flops entre guillemets de la saison, de la mi-saison? Oui. Alors je suis surpris que ce soit le numéro 1. On va pas se cacher évidemment. Le flop de début de la première partie de saison du Stade Brestois, c'est Radek Majeki, on va pas se le cacher. Mais Kenny Lala qui le met en dessous. Oui, mais Kenny Lala, il était en grande difficulté contre le Paris FC, je me rappelle, à Marseille. Enfin, moi je trouve le plus de matchs parmi les 3. Et puis il a peu de très bons matchs, Kenny Lala cette saison. Franchement pour lui c'est assez compliqué. Moi je suis pas choqué qu'il soit dans le flop, et normalement ça devrait être un genre d'expérience, un cadre, et il est dans le dur, on va pas se le cacher. Mais paradoxalement, c'est celui, comme tu dis, qui a joué le plus. Il a la confiance d'Éric Roy, il est titulaire à chaque match, il apporte l'expérience. Je suppose que dans le vestiaire c'est aussi un cadre qui aide à l'équipe. Donc non, je l'aurais pas forcément mis en flop. Non, moi j'en ai un autre qui est pas là, mais... vas-y, monsieur. C'est Junior Ebimbe, moi qui me... Junior Ebimbe. Ah ouais. Qu'on n'a pas beaucoup vu, qui a joué quelques matchs et qui, à chaque fois qu'il rentre, est totalement transparent. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire là, mais il n'est pas du tout dans l'esprit brestois, pas du tout dans le match. On ne sait même pas quel poste il joue. C'est ça quel poste il joue. C'est ça qui est un peu peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment joué, qu'il n'est pas noté non plus dans c'est ça. Mais sur les déceptions parmi les gens parmi les recrues, c'est lui qui est la déception la plus importante, clairement. Bon, alors voilà pour la tendance des joueurs. On verra en deuxième partie de saison, justement, si ça s'améliore. Et on verra déjà au mercato d'hiver si la situation évolue au sein de l'effectif. Ce sera d'ailleurs le troisième débat de l'émission. Brest doit-il se renforcer au mercato d'hiver? Ouverture le 1er janvier jusqu'au 2 février. Et on se pose la question, déjà si Brest a besoin de renforts, justement par rapport à ce qu'on vient de se dire. Cette première partie de saison, mitigée, mais plutôt bonne quand même. Y a-t-il matière à remodeler l'effectif, François, selon toi? Il y a un dossier qui est au-dessus de la liste, je pense, pour Greg Lorenzi et la direction du club, c'est le gardien.
Voilà. En gros, que faire de Majeki? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut essayer de trouver un accord avec Monaco pour que Monaco le récupère? Prêté par Monaco, Prêté par peut-il Monaco, retourner exactement, mais je suis pas certain que Monaco le veuille parce qu'ils ont 2 gardiens solides et que Majeki pour le moment n'a clairement pas sa place dans une rotation à Monaco. Donc, le point majeur du mercato brestois, il est là en fait. C'est que faire de Majeki, et si Majeki part, c'est pour prendre un autre gardien, mais un gardien pour un poste de numéro 1, donc mettre Couder en 2, ou est-ce que c'est un poste de numéro 2 et maintenir Couder en 1? Beaucoup de tracas pour clairement. Grégory Lorenzi et Eric Roy, sans doute. On va les laisser travailler sereinement, Oui. voilà, puis on en reparlera après. Ok. Le cas du gardien, vous êtes d'accord aussi pour dire que Majewski, a priori, on le reverra plus trop, même là en Coupe de France, il n'a pas été titularisé? Je ne sais pas si on le Conclusion. reverra plus, mais oui, il semblerait que Couder ait pris quand même un temps d'avance. Maintenant, il va falloir en effet qu'il se mette autour d'une table avec lui pour savoir ce qu'il veut faire, s'il veut rester, s'il veut rentrer à Monaco, s'il veut être transféré. Et à ce moment-là, en effet, oui, la grosse question va être de savoir si on doit récupérer un gardien, si on prend un numéro 1 ou un numéro 2. Maintenant, un gardien au mercato d'hiver, c'est pas forcément facile à trouver non plus. Il y a Chevalier, je crois, à Paris, qui est un peu dans le dur. cher, Là, peut-être. Safonov s'est blessé. Safonov est blessé, c'est dommage. Sinon, non, parce que sinon, non, faut regarder dans les autres clubs, mais trouver un gardien de Ligue 1, de niveau de Ligue 1, ça va être, c'est compliqué au mercato, peut-être à l'étranger. Après, Ça a déjà été un dossier compliqué cet été. Il arrive assez tard, Radek Majewski, donc c'est le poste de gardien assez compliqué. Après, il y a 2 choses. Je pense que Eric Roy l'expliquait en conf et il a raison. Grégoire Couder, pendant 4 saisons, il a joué 13 matchs. Donc c'est-à-dire que aussi ce gardien-là a besoin d'expérience, a besoin d'enchaîner. C'est plutôt une logique que la titularisation en Coupe de France. Parce que sinon, si on le met pas là, et puis si Majewski fait un bon match, ça retombe dans le même principe. Il a expliqué aussi que c'est-à-dire que si éventuellement Majewski retournait à Monaco ou ailleurs, il voudrait un deuxième gardien, ça c'est sûr. Noah Joly ne sera pas doublure de Grégoire Couder. Oui, je pense que c'est le vrai dossier. Et puis c'est ça. Est-ce que Monaco voudra le récupérer, que ce prêt soit terminé? Il nous reste une petite minute pour évoquer les autres dossiers potentiellement actuels au mercato d'hiver. On voit ici en défense, alors on voit Kenny Lala, a priori son statut est peut-être contesté. Alors, on ne dit pas qu'il va partir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une doublure peut-être, de trouver un potentiel titulaire sur le côté droit? Je ne sais pas si vous pensez que c'est nécessaire pour le bien de l'équipe. Je suis pas certain. C'est vrai que là, c'est pas ça depuis le début de la saison, mais il reste une valeur sûre quand même. Enfin, c'est un personnage hyper important dans le groupe. il y a quelques derrière, normalement, Zuber, le Cardinal, ça. toujours. Et je suis pas convaincu que son statut soit remis en question. Même si on n'est pas forcément d'accord sur le fait de son début de saison, il joue tous les matchs. Oui. Et il joue titulaire et presque 90 minutes à chaque fois. Alors justement, on a vu le Cardinal, on se demande s'il pourrait pas dépanner à droite, voire peut-être aussi partir, parce qu'il est plus dans les petits papiers. On l'a vu encore exclu en Coupe de France. Est-ce qu'il potentiellement, soit il passerait à droite, soit il partirait? Comment vous voyez les choses le concernant? La dernière fois que j'ai le Cardinal, une des dernières fois où ça me rappelle, c'était PSV. Bon, ça lui avait souri, il avait marqué, mais j'ai l'impression que c'est pas un poste qu'il privilégie et que lui apprécie. Évidemment, ce sera aussi un des dossiers parce qu'il n'a pas du tout de temps de jeu, et dans la hiérarchie des défenseurs centraux, c'est sûr qu'il est numéro 4, et Eric Roy aime bien Raphaël Le Guen. Donc oui, à un moment donné, ce sera une des interrogations. Et un tout dernier. Oui, dernière chose, en fait, il y a le mercato d'hiver qui va arriver, mais il y a surtout, si on regarde les fins de contrat, 3/4 de l'effectif du Stade Brestois est en fin de contrat en 2027. Ah, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il va peut-être falloir déjà aussi réfléchir à l'après. Et peut-être que les dossiers, ça sera aussi de prolonger les contrats. Avec justement une petite question sur les prêts. Il peut encore y avoir des prêts cet hiver, Adrian. Contractuellement, c'est possible en tout cas. Il y a un nombre à respecter, mais il y a encore de la place dans l'effectif. Parce qu'on regardait, il y a eu 5 prêts, Brest a 5 prêts actuellement, un de l'étranger, donc Junior Dynamipé de Francfort, et 4 venus de France. En gros, dans les règles, ils ont le droit d'un joueur prêté de France, et 5 encore de l'étranger. Bon. Donc après, partant du principe que l'enveloppe sera assez basse. C'est plus ou moins 0, oui. C'est le mercato au Stade Brestois, on va pas se cacher, c'est rarement... ça change pas non plus. De grosses enveloppes. Très bien. Bon, on est pris par le temps, on va devoir en rester là, malheureusement. On aurait beaucoup de choses à dire sur le mercato brestois. On suivra ça donc à la rentrée. D'ici là, avec toute l'équipe de Telegram de TBOTB Sud, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous le lundi 5 janvier pour la reprise en Ligue 1. Salut à tous.